de l'enregistrement. Bonsoir Maïté. Bonsoir. Je ne resterai pas visible parce que je suis en train de travailler en même temps, Pas de mais je souci, peux être là pas de souci ma chérie, c'est gentil. et j'écoute. Bisous. Ok, bonsoir à tous. Nous allons démarrer notre session de ce soir. Alors, c'est vrai que si je reprends ce qui est notre thème ce soir, les peurs, quelles questions vous font-elles vous poser? Alors, je vais jouer le rôle de l'avocat du diable. Et j'aime bien jouer ce rôle d'ailleurs de temps en temps. Et on va aller un petit peu, vous connaissez les peurs puisque vous avez toute une conférence sur la construction de la peur. Et pour ceux qui ne l'auraient pas entendu ou écouté, je repose le contexte, votre mental, votre ego, celui qui construit le futur sous forme de prévision, euh, se met à envisager que vous pourriez être inexistant, ne plus exister ou ne pas exister, ou tout simplement être en situation de faiblesse, voire projeter que vous pourriez disparaître. Et à ce moment-là, il a la possibilité de créer une mécanique énergétique avec et en s'appuyant sur deux choses. D'abord, la fragmentation de votre confiance, la segmentation de cette confiance au gré de vos expériences dans votre vie, et ensuite sur votre système neurovégétatif, votre frein et votre accélérateur fragilisé et votre système nerveux central segmenté. Et donc, sur cette construction fragilisée, il va activer avec pour prétexte de vous protéger de votre potentielle expérience par cette création mécanique et énergétique qu'est la peur. Et c'est une utilisation de la pensée bien spécifique et qui va finalement jouer un rôle très important puisque vous savez que vos peurs sont nourricières pour vos croyances limitatives et que vos croyances limitatives s'appuient sur vos peurs et qu'il y a effectivement beaucoup de questions à se poser sur le rôle que joue la peur, mais aussi on peut se demander pourquoi nous avons cette sécurité qui se met en place. Eh bien, le pourquoi, il est dans la construction que je viens de décrire. Parce qu'à un moment donné, il y a une projection de vous qui est non plus covalente avec les événements que vous voulez vivre dans le futur, c'est-à-dire capable, égale en potentiel pour répondre à ça, et que vous vous voyez en train de perdre votre peau, ils perdent votre identité, ils perdent votre légitimité et mourir. Donc derrière la peur, il y a toujours la peur de laisser quelque chose mourir. Et il y a bien entendu différents types de peurs. Il y a trois grandes familles de peurs. Il y a cette peur que nous avons tous connue à un moment de notre vie, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être accueilli et donc sorti de la communauté. Quoi de plus terrifiant, n'est-ce pas, que de ne pas être dans la communauté des bons élèves. Ça commence comme ça dans notre vie. Tu es un mauvais élève et donc tu es rejeté par l'élite de la classe et tu es à part, marginal. Et donc, automatiquement, tu n'as pas les mêmes récompenses. Et tu n'as pas du tout de récompense, tu as l'inverse, tu as des punitions. Et en plus, tu n'as pas de légitimité, c'est-à-dire que tes droits baissent. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des bons points et des choses comme ça. Et je ne dis pas que la sanction soit quelque chose de négatif. Je ne porte pas de jugement sur les paramètres là qu'on évoque. Je suis en train de vous décrire des situations. Et donc, finalement, ce qui est intéressant là-dedans,
c'est qu'on commence notre vie en faisant l'apprentissage de quelque chose qui est intéressant, c'est cette appartenance ou pas à une communauté dans laquelle on se sent sécurisé. Et la sécurité que nous apporte cette communauté fait que nous avons le désir de lui appartenir, désir d'être conforme au modèle de cette communauté et donc de se conformer à la communauté pour y être partie prenante ou l'intégrer, et ça peut être de façon passive ou active, mais d'être finalement dans cette communauté. On sait que l'humain a pour besoin de se loger, de se nourrir, se reproduire, mais aussi de vivre en communauté, de créer sa communauté. Et la première communauté qu'il va créer, c'est bien entendu, dès qu'il en aura les moyens et bien entendu le désir et l'opportunité, c'est de créer sa famille. Alors, cette première peur d'être rejeté, d'être dénominé comme étant inadéquate, ne correspondant pas aux normes de cette communauté, ce peut être la communauté qu'ont formée nos parents, ne pas répondre à des attentes et donc être inadéquat va faire que nous allons vivre du rejet. Mais nous allons vivre aussi, au travers de ce rejet, la distanciation d'avec cette autorité qu'est en fait le père ou la mère, ou autorité qu'est le créateur de la communauté, que ce soit des mentors, que ce soit des dirigeants, que ce soit des États, que ce soit des administrations. Et nous allons donc entrer dans une sensation sur la base de ce rejet, de distanciation, d'éloignement, d'isolement et donc d'abandon. Et cet abandon va avoir finalement un effet très important sur nous, c'est la perte de potentiel. Je suis moi divisé par le nombre de personnes qui viennent de me rejeter. Et à partir de ce moment-là, je suis qu'une part de moi. Et tout le drame de l'humain passe par des séquences d'expérience de la peur d'être abandonné. On a tous vécu ça. Pour ma part, et vous savez que régulièrement je parle de ma propre expérience, ça a été la clé de voûte de ma vie. Pourquoi ? Bien parce qu'à l'âge de 7 ans, j'ai eu peur d'être abandonnée. En réalité, ça a commencé un peu avant. Et comme j'ai eu peur d'être abandonnée, j'ai tout fait, moi, pour ne pas abandonner mes responsabilités. Et donc, j'avais un papa absolument génial, j'avais une maman absolument incroyable, mais ils avaient leurs qualités et bien entendu leurs défauts. Et qu'est-ce que j'ai fait ? C'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai tout fait pour ne pas perdre et ni être abandonnée. Donc, je n'ai pas voulu perdre la relation à l'autorité, je n'ai pas voulu être abandonnée par l'autorité et je n'ai pas voulu que l'on me rejette de façon indirecte. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'à partir du moment où j'ai senti que mon papa était en train de défocaliser son affection sur sa famille, je me suis sentie en danger de perdre la sécurité de ma communauté, d'être rejetée par lui au travers d'un abandon basé sur je change de focus de ma femme et ma fille, je passe à une autre personne ou d'autres personnes. Et pour un enfant de mon âge, je n'ai pas eu 36 000 solutions. J'ai scanné l'environnement, je crois que j'en ai parlé dans une de mes conférences sur ma vie et mon histoire. Eh bien, j'ai scanné ce qui faisait que mon père était engagé et avait accueilli dans sa communauté affective d'autres personnes. Et je suis allée chercher le point le plus fort qui avait provoqué en lui cette adhésion et cette envie de s'engager pour ces personnes. Et j'ai pris la maladie d'une des personnes concernées et je suis tombée malade. Et je me suis dit, puisque cette maladie a sûrement généré
de la protection de sa part, eh ben, je vais garder mon père en tombant malade. Et j'ai passé quand même 7 ans dans un handicap respiratoire énorme. Et j'ai basé de 7 ans, vous imaginez, de 7 ans à 12 ans, j'ai basé toutes mes visions là-dessus. Toutes mes croyances qui se sont engrammées au niveau de mon subconscient sont passées par amour égale sacrifice. Respect égale enfermement. Sécurité égale hyper-focalisation. Et je passe en dernière ligne. Parce que si je suis hyper focalisée sur la personne que je ne veux pas perdre, pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de m'occuper de moi. On est clair là-dessus. Donc, c'est une peur majeure, ne la négligez pas. Alors, ce qui est important aussi, c'est le sens que donne la peur. Elle donne un sens à votre force? Non. Elle donne un sens à vos vides de conscience, votre absence de conscience. Vous n'êtes pas conscient de vos potentiels et donc vous entrez en chantage émotionnel avec les autres. Ils deviennent automatiquement, que ce soit votre pote, votre sœur, votre mère, votre projet, votre comptable, vous tombez automatiquement dans un rapport d'autorité à cette personne que vous devenez demandant, mendiant, espérant et en attente que cette personne vous fasse l'aumône de son intérêt ou qu'elle vous invite dans son espace d'attention. Et à partir du moment où vous dépendez de ça, eh bien, vous êtes victime de ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, le sens de la peur de l'abandon, c'est que vous donnez à l'autre le pouvoir que vous vous refusez à vous-même. Et vous êtes en train de donner à cette personne le pouvoir et la force de choisir pour vous votre place, votre rôle, et de vous dire en plus que le seul endroit où vous pouvez jouer ce rôle et avoir cette place, c'est avec lui ou avec eux. Bah, allez vous faire voir chez les gars, je ne sais pas, les oiseaux rouges. Parce que non. Je vais vous dire, depuis que je suis ici, je me rends compte que le paradis est en moi. Je suis dans un paradis. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est parce que j'ai cherché une adéquation entre l'externe et moi, parce que j'avais déjà ce paradis en moi, que j'ai pu trouver cette décision de venir où je suis. C'est peut-être que provisoire. Je vais peut-être avoir dans 3-4 ans envie d'un autre paradis. Et donc, il a fallu que j'accepte de rejeter le lieu où j'étais avant, qui a engagé beaucoup d'énergie de ma part, qui a demandé à ce que j'engage beaucoup d'énergie. Et il a fallu que j'accepte d'abandonner cet engagement pour en relancer un nouveau. C'est la même chose. Que ce soit matériel ou immatériel, vivant ou matériel, vous avez une relation de bivalence négative, c'est-à-dire au lieu d'être complémentaire avec la ville, vous devenez autorité et soumission. D'accord? Et vous, vous êtes celui qui se soumet à l'autorité. Ben non, je ne peux pas partir, j'ai trop donné. Mais non, je ne peux pas, j'aurai jamais autant que ce qu'elle me donne. Mais non, je ne peux pas parce que je risque de perdre. Et là, vous êtes tout d'un coup en train de faire de vous une victime et du lieu où vous êtes et que vous n'osez pas quitter, et que ce soit le couple, que ce soit votre maison, que ce soit votre femme et vos enfants, votre mari et vos enfants. Vous en faites des bourreaux. Vous imaginez dans quelle perception vous êtes en train de les poser dans votre focus vis-à-vis d'eux, au lieu de les considérer comme responsables et capables de se reconstruire. Et en plus, la très haute estime que vous avez de vous, en vous imaginant que vous risquez d'abandonner et donc de mettre à mort la vie de personnes, alors qu'en réalité, le problème se pose de façon inverse. Est-ce que vous vous sentez capable de vous redonner vie? Pas mal, non? Est-ce que vous vous sentez capable de laisser les autres vivre sans vous, sans avoir la sensation que vous êtes la seule et unique personne à pouvoir leur faire vivre un idéal et un équilibre et que sans vous, ils ne sont plus rien? Ou est-ce que finalement, c'est vous qui vous considérez utile que dans cet environnement-là et que vous ne vous voyez pas devenir
utile à un niveau supérieur, serviable à un niveau supérieur, bienveillant pour vous à un niveau supérieur, hors de ce champ de zone de confort, même si vous morflez avec ça. Parce que vous pouvez morfler et être dans une zone de confort, parce que là, vous savez qui vous êtes. Vous êtes celui qu'on embête, ou celle qu'on critique. Et vous êtes finalement dans une habitude de ça, qui vous fait décharger comme ça, en mode autopilote, au niveau de votre système nerveux, les émotions dans le corps, comme ça, parce que c'est en mode autopilote. Vous déchargez émotionnellement votre norme d'être dans une zone de confort qui est une zone de souffrance, mais elle est devenue votre autorité. Vous lui avez concédé cette autorité parce que vous ne vous voyez pas capable, en vous projetant, et c'est là où votre ego vous voit inexistant hors de cette prison ou de ce paradis, mais qui n'est plus suffisant pour répondre à vos attentes. Et vous avez le droit, juste parce que ce paradis, il ne répond plus assez à ça. Et à partir de ce moment-là, vous vous retrouvez dans une situation de distorsion. C'est ce qu'on appelle un conflit interne. Vous voulez aimer, mais ça vous fait souffrir. Et en définitive, vous acceptez de ne plus être aimé par vous et de ne plus vous sentir capable de sentir l'amour dans les autres. Et vous rentrez dans un état où finalement, par peur du rejet et de l'abandon et peur des critiques, parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus du tout votre propre autorité. Vous donnez votre passeport à tous les autres. Et donc, vous trouvez normal qu'on vienne vous ponctionner votre énergie, votre priorité, ça n'est pas le sujet. Et tout ce schéma autour de la peur de l'abandon fait que finalement votre système de valeurs, il est secondaire. Vous allez chercher à répondre à leur système de valeurs. Est-ce que vous allez avoir le courage d'entrer en conciliation avec eux pour négocier sur la base de vos valeurs et des leurs, ce qui peut être fait pour qu'on sache quoi faire avec ça et en gardant un niveau de bien-être, désir d'agir pour l'autre, en donnant du temps, de l'énergie, de penser ou de l'argent, et finalement de négocier, d'entrer en conciliation. Là, on peut créer un paradis dans la même bulle à un niveau supérieur, mais ça veut dire que tout le monde va bosser. Ça veut dire qu'il va falloir que vous vous positionnez, il va falloir que vous preniez vos responsabilités, que vous acceptiez d'être critiqué ou aimé, ou les deux, parce que de toute façon, vous serez les deux. Par certains, vous serez aimé, par d'autres, vous serez critiqué. Et donc, cette peur du rejet, elle montre aussi votre illusion de gagner l'amour des autres et votre illusion que si vous sortez de là, vous allez la perdre. Alors, bien sûr, vous pouvez perdre l'amour d'un enfant de 5 ans qui est dans sa crise d'identification à sa famille et qui perd ses repères et qui va vous critiquer, et qui va être fâché avec vous, mais qui va continuer à vous aimer sous un autre format. C'est clair. Mais vous pouvez aussi vous retrouver dans une situation où finalement, vous allez libérer de l'espace pour que certains dons ou talents ou potentiels de certains membres de votre famille ou communauté vont commencer à s'exprimer. On n'est absolument pas indispensable pour qui que ce soit. C'est une illusion égoïque et un chantage émotionnel vis-à-vis de toute autorité pour pouvoir survivre. Et en réalité, c'est juste parce qu'à ce moment-là, la première peur, c'est de se planter. La première peur, c'est la seconde, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, de sortir de cette bulle ou de ce projet ou de ce contexte et qui devient une autorité parce que je me soumets au fonctionnement qui dysfonctionne par rapport à mes valeurs, qui n'entre plus dans ma dose de paramétrage dans pensée, temps, énergie et argent. Et j'accepte. Et finalement, je vais taper sur mes énergies vitales pour me suradapter. Et en fait, derrière tout ça, il y a la peur de ne pas être capable, pas être à la hauteur, pas mériter. Si je ne suis pas à la hauteur de sortir de là et de créer un nouveau paradis, pour moi, et sur la base de nouveaux paradigmes en relation avec ma compétence, ma capacité à me recréer, à
créer des relations avec l'ancienne communauté, mais à la dose qui me va, pas trop, et puis de leur faire confiance. Bah oui, mais si j'ai pas confiance en moi, comment je vais faire confiance à ma famille pour se reconstruire sans moi? Comment je vais faire confiance à une communauté, à une institution pour pouvoir à un moment donné me donner le pouvoir de la confiance qu'il me donne pour aller reconstruire une activité, une fiscalité, une identité entrepreneuriale? Comment je fais? Intéressant, non? Et donc, à ce moment-là, je vais considérer que de toute façon, je ne mérite pas de vivre cette expérience. Et là, c'est la pire des choses. Et je connais très bien cette peur parce que finalement, la peur que j'ai eue, quand je me suis mise à tomber malade, c'était la peur de ne pas mériter de vivre. Et la sensation de ne pas mériter de vivre. C'est pour ça que je ne pouvais pas respirer. Et pourquoi dans mes SAID, dans mes protocoles d'alignement neuro-émotionnel, j'insiste sur la respiration? Tous ceux qui travaillent avec moi ou qui fréquentent mes sessions groupales ou qui fréquentent mes conférences avec des mots, ils le savent. J'insiste sur j'inspire, je prends, je reçois, je place, yahoo! Énergie. Après inspiration, passage de l'air, mouvement, j'ouvre, je reçois et je célèbre. Je suis dans l'appréciation, je considère, waouh, je peux rester sans respirer, mais je suis pleine de vie, pleine de potentiel, je suis nourrie, tout est parfait, je suis bénie des dieux, perfection. Et pour moi, abondance. Et pour moi, paradis. Et après, ah ouais, mais Brigitte, attends, je vais crever, je vais lâcher mon air. Eh bien, expiration, je donne, je lâche prise, je fais confiance, je désire me libérer de cet air, je désire me libérer de ce passé, la seconde précédente, je désire m'en libérer et renaître sous une autre forme et je dois mourir pour ça. Je dois faire face au vide, je dois faire face à cette sensation quand je suis en bas de la cuve respiratoire. Même à moitié mort, je vis. Je suis encore vivante et je peux encore faire confiance à cette demande innée de vie. Je veux vivre, je veux inspirer, je veux recevoir de nouveau. Et bien entendu que quand je reprends de l'air et que je reçois et que je suis dans cette énergie de plénitude, j'apprécie de pouvoir m'en libérer et de passer à autre chose, à une autre responsabilité, celle de donner, de rendre, de nettoyer. Et en bas, la peur de mourir. Je fais confiance parce que j'ai le désir, le besoin de vivre. Et à ce moment-là, l'énergie en bas de calme, de vide, de néant, attend et demande, reçoit la vie, la vitalité, l'énergie et la dynamique de l'énergie vitale. Et donc, on vit cela tous les jours dans notre vie et c'est en conscience corporelle et psychocorporelle, d'où les phrases qui accompagnent ces séquences, font que finalement la peur de mourir, elle va dépendre de votre désir de vivre et de votre confiance en vous pour pouvoir trouver n'importe quel moyen pour vivre. On est d'accord ou pas? Et finalement, que ce soit en gagnant des milliers d'euros, que ce soit en faisant du bien et tout ce qu'on peut faire aux autres, que ce soit en allant vendre des sardines sur le sable d'une plage, que ce soit en se réinventant, à partir du moment où on se voit capable de revivre, quel que soit le millimètre de cette reconstruction, à ce moment-là, on est à la hauteur de nos attentes qui sont dans le cœur ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'être quelque part et de me sentir là où je dois être et capable de prendre la place que j'occupe et d'être capable d'entrer en connexion avec d'autres et qu'à ce moment-là, cette relation soit qualitative et qu'à partir de là, je puisse échanger et me sentir covalent ou bivalent en complémentarité avec l'autre. À partir de ce moment-là, je suis capable. Je mérite. Et dès que je suis là, le reste, il coule de source.
Mais la troisième peur est intéressante. Parce que si effectivement je ne me sens pas à la hauteur, de sortir de cet œuf que je vais devoir briser en tapant dessus pour sortir, et c'est une symbolique persane très intéressante, qui est de aller dire, j'ai créé mon œuf, j'ai créé mon idéal, il n'est pas éternel, arrêtez de rêver. La famille que vous avez créée il y a 10 ans, c'est pas celle que vous avez forcément besoin de manifester sous ce format-là aujourd'hui. Alors arrêtez de vous imaginer que vous êtes permanent. Votre vie est faite d'impermanence et d'évolution. L'évolution est une condition qui se nourrit de vos peurs pour vérifier que vous vous autorisez à aligner la vision de vous dans une autre condition, à un échelon supérieur, et que vous vous sentez OK pour abandonner et que vous n'en avez rien à foutre d'en avoir rien à foutre d'être rejeté pour faire ce chemin, parce que ça, c'est que votre responsabilité et pas celle des autres. Et que ce n'est pas parce que les autres, ceci ou cela, vous aiment ou ne vous aiment pas, que vous allez être plus ou moins malheureux. C'est parce que vous avez fait le chemin à l'intérieur de vous pour construire ce chemin et l'aligner mental, corps, cœur, subconscient pour que ce soit validé comme étant un désir avec votre plein potentiel et que ce soit perçu dans le bien-être comme quelque chose de facile et une performance sans effort. Et si ce n'est pas le cas, et si, parce que dans toutes les expériences de vie jusqu'au point où vous êtes à ce niveau-là de projeter, de changer, de vous recréer, de vous balancer dans une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre, avec une autre activité, avec un autre pays, avec une autre ville, avec une autre fiscalité, avec une autre administration, avec un autre rythme d'entreprise, avec un autre COMEX d'entreprise. Si il y a en vous la moindre expérience qui a tagué au niveau subconscient, qui a engrammé que ça égale mort, perte d'identité, perte d'énergie, perte d'affection, perte de considération, vous êtes mal barré. Donc vous allez vous sentir pas à la hauteur, pas capable et pas méritant. On est d'accord là-dessus ? À partir de ce moment-là, je ne suis pas digne, je ne suis pas légitime, je suis usurpateur, je suis un menteur, je me raconte des histoires, les autres ont raison, il faut qu'eux ils m'aiment pour que moi je m'aime, il faut qu'eux ils me disent oui pour que moi je me dise oui, et vous commencez à scanner l'environnement, à chercher tous les gens qui vont pouvoir vous dire va, go, mais comme vous vous dites pas go, vous allez avoir des gens qui sont écrasés par le poids de leur autorité. Et ils vont jouir à l'idée d'être eux-mêmes une autorité qui fera subir le même chemin à d'autres, par exemple. Ou tout simplement, vous allez vous attirer le champ électromagnétique dans lequel vous baignez, votre potentiel électromagnétique qui est celui du sacrifice. Et soit vous attirerez des gens qui vont vous demander de vous sacrifier, soit vous allez vous attirer des gens qui se sont sacrifiés, qui sont aigris, qui sont amers et qui vont rentrer avec vous en bivalence, en rapport de force, et surtout qui vont se mettre à envisager que c'est normal pour vous de souffrir. Vous allez faire du business, vous, avec quelqu'un comme ça? Vous allez faire l'amour avec quelqu'un comme ça? Vous allez créer des enfants avec quelqu'un comme ça? Vous allez commencer à dialoguer avec une entité administrative comme ça? Pas la peine, vous allez perdre votre temps, donc il vaut mieux que vous fassiez en vous mettant vous dans l'autorisation, parce qu'à ce moment-là, tout est possible. Parce qu'à ce moment-là, vous allez tomber sur la personne qui est câblée différemment et qui va avoir envie de trouver un mec qui mérite, une nana qui mérite, d'avoir envie de dire « Ok, je vais donner un coup de pouce parce que ça suffit, ce marasme, j'en ai marre. » Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Pure énergie, pure quantique. Et ça ne marche pas que comme ça. Il y a toute une histoire derrière la loi d'attraction. On le traitera lors d'une conférence. Mais ce qui est important, c'est de se sentir digne ou indigne d'aimer.
Parce que automatiquement, si vous êtes rejeté d'une communauté, si vous ne vous sentez pas à la hauteur de ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont créé leur système de valeurs, et que le vôtre, il ne matche pas du tout avec ça, ok? Et que finalement, toutes vos visions, elles sont caduques par rapport à ce que eux projettent, vous allez vous sentir complètement indigne d'aller leur dire, vous savez, je vous aime, hein. J'aimerais bien être chez vous. Bah non, vous n'allez pas vous autoriser ça. Et automatiquement, vous allez vous sentir indigne d'être aimé par eux. Quelle est votre valeur, votre considération et votre estime de ce que vous êtes estimable pour eux? Rien, des clous. Puisque vous ne vous donnez pas l'autorisation. Vous comprenez ce que je veux dire? D'exister dans cette communauté, qu'est-ce que vous croyez que les autres vont vous donner cette place? En vous dévalorisant vous-même. Donc, la peur, c'est une opportunité, comme je l'ai dit dans une avant-dernière conférence, au questionnement. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous, quelle est ma relation à l'autorité, paternelle ou maternelle? Donc, yang ou yin, yang d'expansion, de puissance, ou yin de délicatesse et de peaufinement, de créativité, de repli et d'une certaine typologie de gestion. Et finalement, de vous dire par rapport à ça, ce qui est dans la macération et ce qui est dans l'expansion, quels sont les paramètres de ma vie auxquels je me soumets par peur de faire péter ça, ou de tourner le dos à ça, ou de regarder ça en face dans les yeux et de dire je t'ai aimé, je t'ai côtoyé, je t'ai fréquenté, je t'ai accepté, je t'ai donné, tu m'as pris, j'ai accepté de te donner. Ciao, je vais faire ça autrement ailleurs. Et ce que je viens de dire là, vous pouvez le dire face à une situation économique, une situation administrative, etc. Mais ça se prépare, ça se crée par paliers. On crée des vases de compensation graduels et on crée un détachement graduel à une problématique. Et dans le couple ou dans la famille, on le fait ou de cette façon-là, parce que pour des raisons X ou Y, on veut ménager le détachement, ou directement et en une fois pour pouvoir permettre aux gens de rebondir avec leur plein potentiel ou avec leur potentiel minimum, mais c'est de leur responsabilité. Donc, ça dépend de votre système de valeurs et ça dépend de votre télos. Parce que votre télos, c'est quoi? C'est ce que vous n'avez pas, ce qui vous manque et vos vides. Et votre système de valeurs, c'est vos pleins. Donc, si, pour continuer sur le même système de valeurs, vous êtes obligé de sacrifier vos vides, ça veut dire que votre système de valeurs, il est le résultat de vos vides d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, vous disiez, j'aimerais être une femme avec un appartement là, une voiture, une activité, plein de petits-enfants, et puis ceci, et puis cela. OK. Et puis finalement, aujourd'hui, votre télos, c'est plus celui-là. C'est de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de voir vos enfants, vos petits-enfants, d'avoir des conversations excitantes parce que vous ne les avez pas vus depuis X temps, de découvrir leur jardin secret, de ce qui s'est passé en votre absence, de voir qu'ils ont évolué, grandi, qu'ils se sont renforcés, pas de tenir le biberon. Et forcément, ce n'est pas le même télos. Ce n'est pas les mêmes doses de pensée, temps, énergie et argent que vous allez mettre là-dessus. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir peur de les abandonner, puisque vous êtes en train de les minimiser, les emprisonner dans votre considération à vous de leur potentiel. Mais à partir du moment où vous en aurez rien à foutre, d'en avoir rien à foutre, d'être sûr de ce qu'ils peuvent et de leur faire confiance, vous allez libérer leur potentiel. Parce que vos peurs activent leurs peurs. Vos peurs activent leurs limites. Vos peurs activent leurs émotions négatives de mal-être en relation avec la responsabilité que vous ne prenez pas. Et bien entendu, on arrive à ce qui est très intéressant à savoir, c'est que à chaque fois que vous avez une émotion négative,
Posez-vous la question, de quoi vous avez peur? Vous vous sentez irrité par quelqu'un dans une salle. Vous êtes arrivé, il y a 20 personnes, vous êtes là, puis il y a une nana, elle vous énerve. Pourquoi? De quoi vous avez peur? Derrière. Vous serez surpris. Vous serez surpris si vous avez l'honnêteté, au lieu d'être énervé sur elle, de vous poser pourquoi elle vous énerve. De quoi vous avez peur? Qu'elle occupe trop l'espace? Et pourquoi ça vous fait peur qu'elle occupe trop l'espace? Qu'elle ait des mauvaises manières? Et pourquoi ça vous fait peur qu'elle ait de mauvaises manières? Qu'est-ce que ça va vous empêcher de vivre? Quelle autorité féminine ou masculine elle devient? Et en quoi elle va vous entraver que vous ne vous sentez pas capable de dépasser? Je vous assure que c'est magique hein, quand on commence à faire ça. Les peurs deviennent des espèces de Scooby-Doo que l'on a envie d'attacher à chacune de nos oreilles et de faire... Parce que c'est comme une charade. On a l'habitude de voir la peur comme quelque chose qui fait mal parce qu'on est dedans, on n'a même pas vu venir. Moi, je vous demande de commencer à regarder votre vie et de vous poser la question. Pourquoi je suis en colère? De quoi j'ai peur? Ben, j'ai peur d'être encore déçue. J'ai peur de ne pas obtenir ce que je veux. Parce que, en définitive, j'ai peur de ne pas pouvoir apprécier ce que j'ai déjà, par exemple. Parce que j'ai peur de ne pas pouvoir dire non à quelque chose ou dire oui à ce que je désire et de perdre le pouvoir. Et finalement, en étant en colère contre, je suis en train de résister à quelque chose qui est une circonstance extérieure au lieu d'activer en moi sans tenir compte de ce qui se passe, de ce qui est bon pour moi. Et d'arrêter d'avoir peur pour l'autre parce que je lui ai tourné le dos, je suis partie, je voulais arrêter la conversation et puis il m'a parlé et j'ai eu peur qu'il se jette par la fenêtre. Donc je suis restée, j'ai continué la conversation, on a fini à se casser les assiettes sur la tête. Ça, c'est le schéma alors. Parce que, ah non, non, je peux pas, je vais être responsable. Et c'est là où on se prend pour Zeus ou Hermès. On va donner à l'autre, par notre absence, l'impulse pour qu'il se jette. Oui, peut-être, peut-être pas, vous n'en savez rien. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'en projetant cette image-là, vous la créez. Et vous créez la probabilité que vous nourrissez par votre peur de créer cela. Et finalement, votre croyance que l'autre a tellement besoin de vous, que vous êtes unique et qu'il n'y a que vous qui puissiez empêcher l'autre d'être dans une phase de sa vie où il est en responsabilité de gérer cette tendance à être bipolaire, tendance à être excessif, tendance à être dans un chantage émotionnel. Et si vous répondez à ce chantage émotionnel, vous le validez. Si vous le validez, vous validez votre prison avec cette personne. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que une autorité peut être une autorité qui vous oblige à vous développer. Ça peut être aussi une autorité qui vous oblige à vous concentrer et vous condenser. Et donc, à chaque fois, cherchez qu'est-ce qui vous fait peur dans la chose que vous êtes en train de vivre parce que ça vous freine ou parce que ça vous accélère. Donc, yin-yang, yin, frein, yang, accélération, expansion. Qu'est-ce qui vous oblige à aller de l'avant, à vous ouvrir, à vous mettre en avant que vous n'avez pas envisagé en étant dans le succès avec ça, dans l'existence avec ça, dans la présence, dans la reconnaissance avec ça. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que la peur, c'est quoi? C'est juste un coup de pouce pour grandir. C'est juste une alarme qui vous dit attention, tu as perdu confiance dans telle catégorie de type d'évolution, tu t'attires des événements extérieurs qui viennent chatouiller ça, ça a du sens, tu dois nourrir ça dans le sens opposé de ce qui te fait peur. C'est quoi la confiance que tu n'as pas nourrie? C'est quoi
l'alignement que tu n'as pas renforcé, de toi en train de vivre une situation d'expansion ou une situation de repli où tu t'enfermes, tu vois personne, tu gagnes plus d'argent, mais pendant un an, tu crées. Pour des artistes, par exemple, ou pour des chefs d'entreprise qui sont à court de créativité et qui sont obligés d'entrer en état contemplatif et en état de constat, analyse organisationnelle, se détacher et désengager la complexité administrative dans l'entreprise. Il y a combien d'entrepreneurs qui ont peur de faire ça? Combien? Énormément. Ils ont peur de faire ça. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils complexifient la relation organisationnelle à l'administration et la gestion. Et finalement, ils ne voient même pas qu'ils ont des opérateurs sur place qui sont des facilitateurs pour leur entreprise. Et au lieu de les majorer en tant que managers sur le terrain, ils en font des larbins complètement frustrés, hors de leur système de valeurs, etc. C'est une des conséquences dans l'entreprise de cette peur-là, par exemple. Et donc, c'est très important de comprendre que la peur est juste un signal qui vient vous dire il y a un truc qui dysfonctionne, il y a un truc qui est dans l'incohérence, il n'y a plus de convergence entre tes valeurs et ton télos, ça ne converge pas, ce n'est pas cohérent, tes paramètres pensée, temps, énergie, argent, ils ne sont pas bien utilisés, qu'est-ce que tu dois changer? C'est pour ça que tout le baratin de coaching que j'utilise, et je dis exprès, forcément, pour vous choquer au niveau subconscient, le baratin, c'est pas du blabla, c'est du concept. Et si vous ne passez pas derrière à l'apprentissage psycho-neuro-émotionnel, psychocorporel, neurobiochimique, câblage, circuit de moi qui m'autorise à faire ça, vous allez activer vos peurs automatiquement, puisque l'évolution vous oblige au dépassement. Mais le dépassement va passer par j'ai peur de sortir de ma limite, j'ai peur de sortir de ma limite. Mais si pour vous c'est normal de dépasser votre limite et que c'est juste un jeu, vous êtes OK de perdre du temps, de donner, de recevoir par contre le temps sous une autre forme plus tard, et que vous êtes OK avec ça, que vous avez vu ça dans vos saves, vous n'allez pas morfler. Ouais, vous allez avoir des moments de densité, vous allez donner plus, mais vous n'allez pas souffrir. Vous allez être dans une performance de c'est normal pour moi de donner ça pour obtenir ça. Je suis OK avec, zéro souffrance, pas de peur. Les gens, rappelez-vous ce que j'ai dit dans l'autre conférence la semaine dernière, ce qui fait le plus peur aux gens, c'est le dépassement et la transformation. Et pourquoi? Parce que je vais mourir pour renaître. Parce que je vais me retrouver dans le futur par mon mental comme pouvant être inexistant. Et l'ego a horreur de ça. Et l'ego a horreur que votre corps vous dise, en serrant le périnée, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Et là-haut, ta gueule, tu vas pas pouvoir. Il a horreur. Et donc, à ce moment-là, il s'équipe du système nerveux autonome, il s'équipe de votre confiance complètement fragmentée en petits morceaux, en tant que mère, en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme, en tant qu'amante, en tant qu'artiste, en tant que tout ce que vous voulez. Et finalement, il va vous projeter dans cette espèce de frein-accélération en même temps et vous allez perdre vos moyens. Pourquoi? Parce que dans la peur, vous êtes sous pression, vous êtes dans un tel niveau de pression que vous vous retrouvez dans une aberration neurobiochimique. Vous avez deux mécaniques en même temps qui s'activent et donc le moteur, il bug. Et vous avez zéro d'intelligence, vous avez votre système physiologique qui est en mode chaos et automatiquement, vous êtes inopérant et vous faites des mauvais choix et vous bousillez la santé. Vous n'êtes pas en homéostasie, vous n'êtes pas en équilibre, vous êtes en hyper-focalisation, en bêta supérieur, vous brûlez vos surrénales et vous vous mettez à finalement démutualiser votre potentiel cellulaire et vous entrez en stress oxydatif et vous avez une chimie du corps avec des hormones qui sont complètement chaotiques. Vous avez tout votre rythme naturel qui est mis à défaut. Et c'est très important de comprendre cela parce que du coup, vos visions,
elles sont votre pire bourreau. Pire bourreau. Parce que vous avez de la haine pour ça qui vous fait souffrir. Parce qu'à chaque fois que vous regardez ça, vous vous détestez, vous donneriez des gifles. Si j'ai un conseil de base à vous donner, à partir d'aujourd'hui, quand vous avez une émotion négative suffisamment puissante pour vous mettre dans le mal-être, ça veut dire que vous sentez vraiment que vous êtes hors votre état normal. Et pour ceux qui ont un référentiel de bien-être, c'est très important. Dès que vous êtes à 7 sur 10 de bien-être, demandez-vous quelle est la peur qui est en train de vous challenger. Et vous allez voir, prenez des notes. Si vraiment vous avez envie de vivre cette expérience, prenez des notes et vous dites de quoi j'ai peur, quelle autorité, yang ou yin, paternelle ou maternelle, est en train de me challenger, me donner peur, me faire perdre confiance en moi au point que j'ai peur qu'on me jette, qu'on me critique. De toute façon, vous serez toujours aimé et haï. Toujours. Vous aurez toujours, l'univers maintient l'équilibre. C'est juste qu'on ne nous a pas appris à le voir. On adore les bisounours et on adore Walt Disney, même à 50 ans. Donc, commencez à le faire, vous allez voir que vos peurs vont changer de frimousse. Et vous allez voir que votre relation aux peurs va changer. Je vais être honnête avec vous, régulièrement, il y a des petites vagues de peur qui apparaissent. En général, elles durent quelques minutes. Pour les pires, ça a duré 1 à 2 heures. Et même quand c'est grave. Hein. Et vous savez, ce que je fais en général, c'est que j'accepte la peur, je l'accueille, et je dis ok, ben, je vais perdre ça. Et je vais vous donner un exemple. Il y a 2 ans, j'ai eu un vrai problème avec mes yeux. Et à un moment donné, j'en parlais hier avec mon époux. Et je lui ai dit, dans cette partie de ma vie à Barcelone, c'était compliqué. Et un jour, j'ai dit, OK, commence à prendre tes repères, anticipe, prends tes responsabilités. Et je m'amusais à me déplacer dans ma chambre, les yeux fermés. Et je me disais, comment je vais faire pour mes conférences? J'étais en train de me projeter, en train de me dire comment tu vas faire. J'avais dit donc, il faut que je prévoie une assistante. Et j'avais déjà une assistante. Donc, j'ai vu si elle était OK pas pour ça. J'en ai pas parlé, c'est resté personnel. Mais j'ai posé des questions sur ce qu'elle serait capable de me donner de plus ou pas. Et j'ai commencé à me poser des questions sur ce que je pourrais faire de mes talents d'artiste dans cette situation particulière. Et c'était pas sympa, hein, mais je l'ai fait. Et j'ai accepté. J'ai accepté. Et finalement, ça a switché. Ça a switché. C'était tellement une nouvelle inattendue que, à un moment donné, alors je fais toujours attention à mes yeux, je suis toujours consciente de leurs points forts et de leurs points faibles, leurs fluctuations, etc. Mais j'ai plus de peur, je leur fais confiance, je m'appuie sur eux. Et je prends mes responsabilités et avec ça, j'avance. Et récemment, une autre séquence, je tombe, j'ai l'os du tibia qui sort enfin, l'os, pardon, je ne sais plus comment s'appelle cet os, sort du genou, je passe 10 jours, 12 jours exactement dans le lit, en pleine activité, et c'était au mois de septembre. Donc tout le mois d'octobre bousillé, je reste dans le lit, et à un moment donné, première heure, gravissimement déçue, triste, etc. 1 heure après, j'étais là, il y a un cadeau derrière. Et finalement, il y a eu des cadeaux énormes derrière. Et finalement, pas de peur. J'ai même pas focalisé sur comment je vais faire derrière, oh là là, nanana. Oui, je suis allée à l'hôpital, on m'a opéré parce qu'il y avait un truc que personne n'avait vu avant, blablabla. Mais voilà, ça y est, bon, on gère. Et toutes les personnes qui sont passées par des séquences
physiologiques importantes savent que la peur est un des facteurs d'aggravation très important. Et donc, savoir gérer les peurs et en faire du matériel d'évolution, c'est assez important. Et c'est ce que je tenais à faire ce soir, au-delà de la partie mécanique qui a été très développée dans l'autre conférence. Je voulais quand même poser la peur au milieu de la vie avec le sens que ça peut avoir, mais surtout le questionnement, parce que pourquoi j'ai peur? De quoi j'ai peur? Quand est-ce que j'ai peur? C'est quoi les indices? Ah, des émotions, donc c'est pas la peine que j'hyper focalise sur ce qui dysfonctionne. Dès que je me sens mal, je me pose la question, tiens, c'est quoi la peur qui est en train d'être agissante en moi? Et vous allez voir, notez ça pendant 15 jours, 3 semaines, et puis finalement, vous allez voir que vous avez des peurs récurrentes qui apparaissent. Derrière chaque peur, il y a des croyances. Et là, déjà, vous avez votre carnet de travail en coaching qui est prêt. Vous savez déjà quelles sont les grandes peurs associées aux grands mensonges que vous vous racontez, associées aux émotions négatives, aux douleurs, aux phrases qui sont récurrentes au moment où votre mental vous chante cette chanson mensongère et le comportement débile que vous vous mettez à avoir quand vous avez le feu aux fesses. Et là, c'est bien parce qu'on a, avec le système d'alignement neuro-émotionnel, on a un protocole pour gérer ça. Et en présentiel, bien entendu que c'est absolument magique puisqu'on a un protocole qui nous permet de collapser les croyances limitatives in situ, en direct et en dialogue direct avec le subconscient via le testing musculaire manuel, mais online, on a un protocole qui est le 9 étapes qui nous permet d'aller donner le coup de grâce à ces mensonges et de poser ensuite les autoroutes positives, donc les croyances positives, et donc d'aller relancer votre potentiel électromagnétique au niveau de votre champ électromagnétique, au niveau de votre subconscient, avec des croyances positives de vous en relation avec cette problématique que vous dépassez et que vous voyez vous rendre plus puissant, confiant, désireux de vivre, inspirant, inspiré, et finalement à la hauteur. Et vous voyez tous les gens qui ont envie de se marier avec vous, vous voyez tous les gens qui ont envie de bosser avec vous, vous voyez tous les gens qui ont envie de refaire leur vie avec vous, vous voyez tous les gens qui ont envie de vous faire confiance, vous voyez tous les gens qui ont envie de vous poser des questions, et non pas focaliser sur l'autorité paternelle ou maternelle qui est en train de vous faire vous enquiquiner. Donc, prenez soin de vous, n'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous. Et votre première entreprise, c'est vous. Donc, commencez à considérer ces deux affirmations. Commencez à poser votre observation-analyse de ce que sont vos émotions négatives, avec quoi et quelle peur elles cachent derrière. Et donc, quelles seraient les croyances associées à ça qui font que finalement, régulièrement, vous avez les mêmes peurs qui reviennent. Et puis finalement, vous verrez qu'après, il suffira de me demander qu'est-ce que je fais avec ça. Et vous aurez fait un grand pas, vous aurez gagné des mois ou des années. C'est le cas pour plein de personnes. Mais vous avez la responsabilité de ça et ensuite de faire le job. Par contre, ça, je ne peux pas le faire à votre place. Je ne peux pas faire les protocoles d'alignement dans le sens des autoroutes positives après avoir collapsé. Vous avez neutralisé une charge, il faut créer la croyance positive derrière. Donc ça, c'est de votre responsabilité. Mais sinon, en définitive, le coaching, c'est facile. À part les dizaines d'années ou les années ou les dizaines de mois ou les dizaines de formations à faire, c'est facile. Il faut être logique, les gens savent ce qu'ils doivent changer dans leur vie, ils sont juste impuissants à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de se dépasser, de dépasser les limites, de quitter les gens qu'ils aiment, d'être condamnés par ceux qu'ils aiment et qui les aiment, et de finalement se mettre à co-créer dans l'incertitude avec des gens qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils vont s'attirer les gens qu'ils méritent. Et que donc, comme ils se disent qu'ils ne méritent pas, ils savent qu'ils vont s'attirer des gens qui ne méritent pas non plus qu'on leur fasse confiance. Vous voyez un petit peu le chaos que ça crée, ça?
Il faut juste mettre de l'ordre là-dedans et finalement, le potentiel est relancé. Vous allez, avec des nouveaux câblages, des nouveaux circuits, un alignement qui fait de vous une personne inarrêtable. Et on ne peut pas vous raconter fleurette en vous vendant les valeurs de quelqu'un d'autre et en écrasant les vôtres. Ça ne fonctionne plus. Vous n'êtes plus vulnérable. Vous avez toujours des activations de vulnérabilité, mais vous avez tellement entraîné votre système à être dans le respect de ce qui est pour vous juste et aimant et bienveillant, que tout de suite, vous allez avoir le système d'alerte qui va se mettre en place et vous allez satelliser, regarder quoi je gagne, quoi je perds, ce que je perds, c'est quoi le bénéfice, et ce que je gagne, c'est quoi le prix à payer. OK, à combien je suis de désir, à combien je suis de bien-être, à combien je suis de certitude que c'est bon pour moi d'y aller quand même. Ouais, j'y vais. Sinon, j'y vais pas. Je prends mes responsabilités, j'attends la bonne saison, le mois suivant, parce que je sais que ça va se faire. Je le sais. Et donc, désir, confiance égale votre potentiel électromagnétique d'attraction. Et à ce moment-là, vous attirez les gens que vous méritez, situations, circonstances pour faire ce que vous avez à faire. Nous avons fini cette entrevue. Je vous remercie de votre présence, bien sûr. Pour ceux qui sont arrivés après le démarrage, je vous conseille de réécouter le début du replay qui sera posté. Il y a un replay qui est déjà en attente, celui-ci arrivera après. Mais il y a eu des choses importantes de dites, donc merci de considérer le replay comme un moyen de replonger dedans. Et puis, vous avez tous noté que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'événement puisque je déménage une autre fois. Donc, avant de finalement, à la fin du mois, retrouver mes abattis, en tout cas, c'est mon désir le plus fort. Et donc, cette séquence-là sautera et on se retrouvera dans le schéma, dans le format de Clubhouse que j'ai posté sur le groupe Libre Parole avec Nathalie Albou pour un échange intéressant. Et je vous remercie bien sûr de votre confiance et je vous souhaite bien entendu une belle soirée et commencez votre enquête dès ce soir, vous allez voir, vous ferez des bons rêves après ça. Je vous embrasse, merci à tous, bonsoir et merci. merci. Formidable, comme d'habitude.